Patricia Chaumet, Marie-France Cano, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Peut-être une première question toute simple. Ça représente quoi pour vous la Journée internationale des droits des femmes, Marie-France ? Moi, c'est un petit peu votre appel qui me l'a fait découvrir. Donc, j'avoue que je n'étais pas très au courant. Vous ne saviez pas que la Journée internationale du droit des femmes existait ? C'est incroyable. Vous savez, moi, j'en suis un petit peu restée à ce qu'on apprenait à l'école, à savoir qu'on ne pouvait égaler, additionner ou soustraire que des grandeurs d'égale nature. Pour moi, les hommes et les femmes sont différents. C'est même cette différence qui fait une bonne partie du charme de l'existence. Donc, vouloir dire un homme égale une femme, pour moi, c'est stupide. Alors, cela dit, bien entendu, à travail égal, je trouve tout à fait normal que le salaire soit égal. Mais tout ça pour vous dire, je ne suis pas hyper sensibilisée au sujet, d'autant qu'il me semble qu'il y a dans notre monde actuel des inégalités bien plus abyssales et qui, je le reconnais, me préoccupent davantage. Patricia Chaumet. Alors moi je suis sensibilisée un petit peu plus que Marie-France parce que c'est malheureusement la seule journée de l'année où on parle beaucoup. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres qui sont quand même probants. On nous annonce avec un sérieux absolu que l'égalité salariale sera atteinte en 2086. C'est quand même l'Office international du travail qui le dit. Donc ça déjà, ça plante le décor. Je voudrais rappeler dans un autre domaine qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. On ne souhaite pas que les hommes meurent dans ce même propos, mais voilà, c'est un fait. Et j'ai lu pas plus tard que ce matin qu'en Mauritanie, les jeunes filles esclaves de 9 ans, je dis bien, sont violées par le maître, le chauffeur, les fils du maître et les invités masculins de passage. Donc forcément, ce sont des choses qui m'interpellent. Frédéric Sabourin. Est-ce que c'est donc utile, même si on n'est pas toujours au courant de ce qui se fait à cette journée du 8 mars, d'avoir quand même cette journée spéciale ? Alors on dit toujours avec beaucoup d'ironie, une journée internationale pour le droit des femmes et puis 364 jours pour les hommes. Bon, on a bien ri, maintenant passons aux choses sérieuses. Est-ce que c'est quand même utile de conserver cette journée ? Parce que, malgré ce que vous venez de rappeler, est-ce que ça fait quand même un petit peu avancer les mentalités déjà ? Alors, je pense que oui, parce que les gens qui sont comme moi engagés dans certaines associations qui maîtrisent un sujet sont parfaitement au courant de ce qui se passe et tout au long de l'année. Mais le commun de mortels, et ce qui est normal, n'est pas forcément au courant de toutes les choses qui se passent dans différents domaines. Et cette journée-là, hier, j'ai écouté la radio longuement et justement, ça a été dit, redit. Enfin, donc, le 8 mars, vous voulez dire ? Pardon, le 8 mars. Donc mercredi. Oui, mercredi, pardon. Et donc, ça permet, voilà, justement, à toute personne qui n'est pas forcément investie d'entendre des choses. Marie-France, c'est quand même utile de conserver cette journée ? Pourquoi pas ? Oui. Pourquoi pas ? Je pense que ce qu'il faut, c'est une action au quotidien, dans la durée. Vous venez de citer un chiffre incroyable et qui n'engage absolument pas ceux qui l'ont sorti. D'ailleurs, parce qu'en 2086, il est fort probable qu'ils sucent les pissenlits par la racine, comme on dit, ou qu'ils sucrent les fraises. 2086, l'égalité salariale sera atteinte. C'est quoi ? C'est un chiffre pour partout dans le monde. Et comment on arrive à cette chose-là ? Et puis, pourquoi uniquement en 2086 ? Parce que ça, finalement, il suffit de le décider maintenant. Cette égalité salariale. On aimerait bien, oui. Alors, ils ont fait des calculs alambiqués avec des 0,5%. Ils ont fait travailler des algorithmes. Etc. Voilà, donc... Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être également de revenir sur les causes de ces différences de salaire entre hommes et femmes qui sont encore aujourd'hui... Alors, on a du mal à trouver les chiffres exacts. Hein. On a l'habitude de dire que c'est 25%. On a le chiffre de l'INSEE 2013 pour la région centre, c'est 18,6%. C'est un peu moins. Mais on va dire que de toute façon, c'est beaucoup trop. Mais est-ce que vous avez des éléments d'explication, d'analyse? Alors Patricia ? Vous avez vu le dernier député européen qui a dit « elles sont plus petites, elles sont moins fortes, sont moins intelligentes, donc elles doivent gagner moins qu'un homme ». Donc ça, c'est cette année ? Oui, là, c'est il y a une semaine. Donc, il y a une pétition avec 900 000 signatures déjà pour que ce monsieur disparaisse de la circulation. Donc, quand on entend ça de la part de députés, on se dit qu'on a encore du travail. Personnellement, moi, j'ai eu une carrière aussi avant dans le privé. Systématiquement, dans mes entretiens d'embauche, j'ai eu ma fille
assez tard, à l'époque en tous les cas à 33 ans, et bien jusqu'à 33 ans, à chaque fois on me disait « Ah, vous n'avez pas d'enfant, vous allez en vouloir. » Sous-entendu, vous allez en avoir. Sous-entendu, vous allez vous arrêter quelques mois, donc on va vous payer moins. Alors, c'était systématique, alors que c'est interdit cette question. Alors effectivement, les enfants sont un frein à une carrière. Et puis on voit également que souvent elles sont surdiplômées par rapport au poste qu'elles occupent. Alors Marie-France Cano, est-ce que vous avez vécu cette situation-là quand vous étiez dans l'industrie pharmaceutique? Non, alors moi j'ai eu beaucoup de chance. Alors vous parlez du fait que les femmes sont surdiplômées. Effectivement, les femmes, pendant leur scolarité, ont un taux de réussite supérieur aux hommes. Et la part de la population française féminine qui est diplômée est supérieure à la part masculine. Et pourtant, les femmes sont souvent employées, beaucoup plus souvent que les hommes, à des postes qui sont inférieurs à leur capacité. Donc effectivement, si l'écart de salaire, moi j'avais plutôt des chiffres aux alentours de 20% à travail égal, si on considère les compétences, ça fait un écart qui est encore plus important. Alors, cela dit, moi j'ai eu la chance au début de ma carrière d'avoir en face de moi un patron d'une entreprise familiale. Je vais la citer, il n'y a pas de secret, il s'agissait de l'entreprise Pierre Fabre, oui, qui est très connue, dont le président était également le fondateur et propriétaire. Et lui n'hésitait pas à donner des postes à responsabilité à des femmes. Et quand ces cadres supérieurs masculins avaient des rires gras à ce sujet, lourd de sous-entendus, il avait l'habitude de leur rétorquer, et je m'en souviens comme si c'était hier, « Ah oui, c'est vrai, moi j'aime beaucoup travailler avec les femmes. Et je vais vous dire pourquoi. Quand les hommes viennent me voir, ils viennent me voir pour me demander un titre ou un salaire. Ou une augmentation. » Voilà. Quand une femme vient me voir, elle vient me demander des responsabilités. Ce qui généralement provoquait un silence assez lourd dans la gent masculine. Et je vous avoue que je repense souvent à cette phrase quand je vois aujourd'hui un petit peu la déliquescence de notre vie politique, en me disant que s'il y avait plus de femmes en politique, on n'en serait peut-être pas tout à fait à ce point-là. Donc en fait, votre réflexion veut dire que c'est plutôt une question de comportement et de mentalité, y compris chez les femmes. Je crois que dans les entreprises à capitaux familiaux, c'était le cas de Pierre Fabre, on a un souci d'efficacité. On n'est pas dans le dogme. Et si effectivement des femmes peuvent mieux remplir qu'un homme, ou aussi bien qu'un homme, un poste, on n'hésite pas à les embaucher. Non, je crois qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Les femmes sont quand même si ce n'est pas encore la parité, sont mieux acceptées. Moi, je me souviens, j'ai commencé à aller à Bruxelles représenter la France dans les années 80. Je me souviens, quand je prenais le TEE, ce n'était pas encore le Thalys, j'étais souvent la seule femme. Il n'y avait que des hommes. Aujourd'hui, c'est quand même différent. Il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans des postes à responsabilité. Même si on n'est pas à la parité, il y a eu une évolution. On voit qu'en France, on a été obligé de légiférer même pour obtenir la parité pour certaines élections, les cantonales pour pas les nommer, enfin les départementales comme ça s'appelle maintenant. On voit à cette candidature présidentielle, à cette campagne présidentielle que finalement, là, la parité, on n'y est pas du tout. Et parfois même pire, c'est que la seule femme qui se présente ou qui risque d'être fort, même d'atteindre des scores incroyables, n'est pas ce qu'on appelle la plus grande défenseur de la féminité. Mais ça, c'est un jugement de valeur personnelle et je le retire immédiatement. Mais c'est de la défense du droit des femmes. Enfin, on ne se dirige pas vers là. Alors quoi ? On a légiféré. Et puis, d'ailleurs, c'est le Parti socialiste qui a fait légiférer sur cette question-là. On voit qu'à leur primaire de la gauche, finalement, il y a très peu de femmes. On n'en sort pas. Comment on fait avancer le schmilblick ? J'ai eu la chance de faire partie l'année dernière du jury de l'association Elles aussi, qui veille à la parité justement dans les instances politiques. Elles ont fait un travail énorme sur le Loiret, c'est-à-dire qu'elles ont pris toutes les communes, vous m'entendez bien, toutes les communes, pour voir le nombre de maires, hommes, femmes, le nombre de conseillers, etc. C'était très intéressant parce que dans les petites communes, on avait des femmes maires et des femmes à responsabilité. Et plus la commune grandissait, on n'avait plus de femmes à la tête. Et puis, on redonnait aux femmes le rôle habituel des personnes âgées, des enfants. De la santé. Voilà. Et pourtant, il y a des textes. Mais
voilà. Très récemment, je crois que c'est la commune de Chartres, ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui une communauté de communes. Donc, ils ont rassemblé 4 communes. Ces 4 communes avaient 25% de femmes, donc déjà n'étaient pas dans la parité. En faisant cette communauté de communes, il n'y a plus qu'une structure. Il y a 0 femme, vous m'entendez? Vous parlez élus, des femmes élues. Est-ce que vous pensez, je vais aller plus loin encore, est-ce que vous pensez que si un jour on a une présidente de la République femme, ça peut changer? En tous les cas, à mon avis, ça vaut le coup d'essayer. Ça dépend quelle femme. Je ne suis pas prête à essayer tout de suite. C'est vrai. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, aux États-Unis, l'échec d'Hillary Clinton est dû en partie, pas totalement bien sûr, mais en partie au fait que c'est une femme? Alors moi, j'ai des amis aux États-Unis, j'échange très régulièrement avec eux, y compris une amie qui est très féministe. Et non, elle n'a jamais mis l'échec d'Hillary Clinton sur ce fait-là, mais sur le fait d'une impopularité énorme de la candidate. Patricia, vous avez un avis ou... Non, je rejoins simplement, je rejoins toute l'équipe pour effectivement corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas n'importe quelle femme, hein. Nous sommes d'accord. Alors, effectivement, on le disait, le but c'est de lutter contre les stéréotypes, les préjugés. Et donc il y a eu le 8 mars un prix macho, le macho de l'année qui a été décerné par les chaînes de garde. Alors ça peut sembler anecdotique, Patricia Chaumet, et pourtant ça fait un peu frémir quand on voit à qui il a été attribué et pour quelles raisons. Oui, donc je vais juste revenir 2 secondes là-dessus. Donc en fait, c'est une association qui s'appelle les Chiennes de Garde, créée en 1999, qui lutte simplement contre les violences sexistes dans l'espace public, donc qui veille, ils font un travail de veille sur les affiches, etc. Et donc chaque année décerne le prix du macho de l'année. Alors je veux quand même vous citer, parce que là c'est quand même un monument. Donc le gagnant est le maire Les Républicains Philippe Pénezec, pour avoir dit le 16 juin 2016, je cite: « Qu'est-ce qu'ils ont tous à se précipiter autour d'elle, ces mecs? Ils sont comme un tel à vouloir se faire tailler des pipes par Hidalgo. » Voilà, c'est un élu. Ça se passe de commentaires, on a envie de dire. Voilà. Et c'était une parole publique? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça a été filmé, donc vous pouvez trouver la vidéo. Voilà, c'est atterrant. J'ai eu l'occasion de rencontrer souvent des députés, des sénatrices, qui me disent, quand on rentre dans l'hémicycle, c'est tout juste une horreur, quoi. Ils arrivent à nous faire rougir, que l'on porte n'importe quoi, que ce soit une jupe ou un pantalon, de toute façon, il y a des remarques sexistes. Cécile Duflot, on a fait les frais, on s'en souvient. En public. Et par expérience personnelle, un jour que j'étais à l'Assemblée nationale, il y avait Roselyne Bachelot qui s'est mise à parler, et on a entendu, parce qu'on entend beaucoup de choses à l'Assemblée nationale, c'est assez fort. Ah, voilà Lady Gaga. Enfin bon, c'était... à la limite de la correction. Bon, mais alors malgré ça, ça fait des années qu'on fait ce constat-là. À ce niveau-là, vous n'arrivez pas à faire changer les choses. J'ai envie de dire, mesdames, c'est presque un constat d'échec. À mon avis, parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a quand même plus de femmes qu'autrefois, et puis certaines ont du caractère, donc nom d'un chien, on va peut-être y arriver. Alors, à mon avis, c'est trop tard pour nos vieux députés et sénateurs. Je pense qu'il faut prendre les choses à la base et puis faire de l'éducation auprès des petites filles et des petits garçons, et non pas, à mon avis, à apprendre aux petites filles à se défendre, mais apprendre aux petits garçons à ne pas attaquer les petites filles, que ce soit verbalement, physiquement ou sexuellement. Alors on voit que d'un point de vue scolaire, il y a des disparités, parce que ce que vous dites est très vrai, mais c'est essentiellement une question d'éducation parentale avant tout, parce qu'une fois dans la cour de l'école, et ça date pas d'aujourd'hui, on l'a tous connu, et ça existe encore aujourd'hui, les présupposés sexistes et les jeux, etc., dès la petite enfance, c'est quand même très marqué, les garçons costauds super-héros, les filles... poupées, princesses, et puis alors on leur savonne bien la planche, hein, parce que voilà, la Reine des Neiges, parce que etc. Enfin, non plus, ça progresse pas tant que ça finalement. Oui, il suffit d'entrer dans un magasin de jouets pour voir les rayons filles, tout est rose, et les rayons pour les garçons, tout est bleu. C'est une vraie caricature. Et je pense que c'est aussi au détriment des garçons, parce qu'un garçon qui joue à la poupée, j'en connais des petits garçons qui aiment jouer à la poupée, et moi je trouve ça très bien, parce que ça veut dire que plus tard ce seront de bons papas. Et pourquoi ne pas s'entraîner dès le plus jeune âge? Mais ces pauvres petits garçons,
très souvent sont fort critiqués par la famille qui panique complètement en se disant mais oh là là, est-ce qu'ils ne présentent pas des tendances à l'homosexualité? Enfin, c'est la panique. Donc je pense qu'il y a des stéréotypes. Mais je voudrais revenir aussi 2 secondes sur ce qui se passe dans le monde politique. Je crois aussi qu'on pourra avoir un changement que si on change un peu de constitution. On est dans un système qui valorise le goût du pouvoir et des intérêts privés. On le voit bien. Et ça, c'est typiquement masculin? Et je pense que je reviens à la phrase de mon patron de l'industrie pharmaceutique, je pense que c'est une tendance plus lourde chez les hommes que chez les femmes, oui. Et je pense que si on avait une constitution différente, on arriverait peut-être plus facilement à faire bouger les choses. Mais qu'est-ce qu'il faudrait changer, Marie-France Cano? Alors, moins de personnalisation du pouvoir et moins d'avantages exorbitants peut-être pour les politiques. Patricia, alors justement cette association Zéro Macho, elle travaille aussi sur toutes ces représentations et ces mauvaises habitudes, on a envie de dire. Alors Zéro Macho, je rappelle juste que c'est une association qui lutte, qui œuvre pour l'égalité homme-femme, allant jusqu'à dire qu'ils sont contre la prostitution, estimant que tant que des hommes pourront acheter des femmes, on ne sera pas égaux. Alors ils font des choses assez symboliques, même voire ludiques, justement pour permettre d'entrer en relation avec les badauds. Par exemple, chaque année, il y a ce qu'on appelle l'opération repassage, le jour de la fête des mères, des hommes qui repassent dans la rue. C'est juste un moyen ludique d'entrer en dialogue avec les passagers, avec les passants, pardon. Mais alors justement, est-ce qu'il y a est-ce que d'abord les hommes jouent le jeu? Est-ce qu'ils se mettent à la planche à repasser de bon cœur? Et est-ce qu'il y a des étonnements autour, des réflexions Alors, globalement, c'est très très bien perçu. On a plein d'hommes qui nous disent repasser, et ceux qui ne l'ont jamais fait se prêtent volontiers au jeu de l'apprentissage et repartent tout fiers avec leur diplôme de repassage. Il y a Donc 2 on se ans, dit qu'il suffit de peu de choses. oui, alors. il y a 2 ans. Faut valoriser les hommes, c'est ça, on a besoin. Il y a 2 ans, on a eu merveilleux. toute une classe de jeunes garçons qui doivent avoir 14 ans. Eh bien, l'établissement m'a appelé et le lendemain en disant « Mais je crois qu'on va en entendre parler toute l'année ». Ils étaient tout fiers avec leur diplôme et puis en ont parlé beaucoup à leurs copains. Alors, on a eu 2 cas vraiment extrêmes de personnes d'un certain âge mais c'était terrible, qui ne voulaient même pas toucher le fer à repasser. Ça brûle, hein. C'est jamais je ne ferai ça. C'est aux femmes de le faire. Ça reste chaud pendant 1 heure, c'est peut-être pour ça. Voilà, mais c'est très marginal. C'est une façon aussi de mettre l'accent sur un problème dont on parle souvent, mais qui est là aussi qui ne progresse pas aussi vite qu'on aimerait, c'est que les tâches ménagères, les tâches domestiques sont encore aux 2 tiers faites par des femmes. Et si bien que quand un homme dans son lieu de travail, et pardon encore une fois de citer un exemple personnel, mais déclare qu'à 5h30, il va devoir partir pour aller chercher sa fille à l'école, etc., on le regarde un peu de travers en disant tu prends une RTT, quoi. Enfin, c'est non, je vais juste chercher un enfant à l'école, et puis on peut y prendre plaisir aussi à aller chercher son enfant à l'école. Enfin, voilà, mais c'est encore aux 2 tiers réservé aux femmes, et c'est réservé à ça. Les statistiques, c'est 2 heures de travail domestique quotidien pour les hommes contre 3h06 pour les femmes. La prostitution, on va peut-être en dire un mot, justement. Vous avez commencé, Patricia Chaumet, on a vu la difficulté, là aussi, pour les politiques de voter la pénalisation du client qui souvent est un homme. Oui, cette loi a fait la navette parlementaire, bien évidemment, ça a pris plus de 3 ans. On a été obligé presque de faire du forcing, parce que les sénateurs ne voulaient pas la voter, on sait pourquoi. Alors, il ne faut pas réduire ce renforcement de cette loi à uniquement la pénalisation du client. Cette loi est vraiment à plusieurs volets qui sont vraiment très intéressants. Et le premier, c'est l'abrogation du délit de racolage mis en place par M. Sarkozy, et ce qui fait que les personnes en situation de prostitution avaient double peine. Elles étaient victimes, parce qu'on le sait qu'en France, plus de 90% des personnes sont victimes de la traite des êtres humains et des réseaux, et en plus, on leur collait un délit de racolage. Le deuxième volet, c'est la prévention auprès des jeunes, notamment autour du thème de la marchandisation des corps. Donc ça, c'est intéressant que les jeunes prennent conscience de ça.
Il y a un troisième volet aussi très intéressant qui est l'aide à la sortie de la prostitution quand les personnes le peuvent. Aujourd'hui, elles peuvent être mises à l'abri. Il y a beaucoup plus de choses. Et enfin, effectivement, le volet dont tout le monde a parlé, qui est la responsabilisation des clients, que je n'aime pas appeler clients, que j'appelle prostitueurs, parce que dans la prostitution, il y a 3 acteurs. Il y a le proxénète, la personne en situation de prostitution et l'acheteur. Et en fait, on s'est aperçu avec le modèle suédois qui a plus de 10 ans maintenant, que quand on enraye la demande, eh bien, les écoutes téléphoniques des policiers ont entendu « bon, on se casse de là parce qu'il n'y a plus d'argent à se faire ». Parce que qu'est-ce que c'est que la prostitution ? C'est uniquement une histoire d'argent. Je voudrais juste vous donner un chiffre parce qu'il est terrible. Alors déjà, il y a plus de 5 millions de personnes dans le monde, dont 2 millions d'enfants qui sont victimes de la prostitution. Mais une personne en situation de prostitution rapporte à peu près 130 000 € à son proxénète par an. Et ça génère, donc tenez-vous bien, moi je suis perdue dans les zéros, 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un élément de comparaison, l'industrie pharmaceutique, c'est 800 milliards de dollars. Donc voilà, donc la prostitution, il faut savoir, c'est uniquement pour de l'argent. Oui, uniquement pour de l'argent, et c'est pas uniquement avec des réseaux, parce que, et probablement votre association y travaille également, et je sais que le NI y travaille aussi, c'est toute la prostitution occasionnelle à cause des situations économiques et sociales actuelles difficiles, où des femmes élevant seules leurs enfants, ou même pas forcément avec des enfants d'ailleurs, ça peut être des étudiantes. ou des étudiantes, on le sait, pour remplir le frigo à partir du vin du mois, et encore des fois le vin c'est bien, on recourt à cette prostitution occasionnelle, et là en dehors de tout réseau, et j'ai envie de dire de toute protection d'association aussi. Alors je peux vous dire qu'on ne reste pas longtemps indépendante, parce que c'est une manne financière que les proxénètes n'ont pas envie de voir leur passer sous le nez. Vous dites donc vous semblez dire ça se sait, et elles finissent, ces femmes. Il n'y a rien de plus facile. Même les occasionnels entre guillemets finissent par tomber dans un réseau. Vous avez une petite annonce, il n'y a rien de plus facile que d'appeler et de se faire passer pour un client. Oui. Et une fois que la porte est refermée, je te massacre. Tu me donnes 50%, sinon c'est fini. Ouais. Et donc elle tombe. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire aux étudiantes ou à toute personne qui pourrait penser gagner un peu d'argent pour finir son mois. Attention, danger. C'est extrêmement dangereux. Et quand on tombe sur une mafia russe ou autre, on vous coupe une main, on vous défigure. Oui, c'est ça, on est dans des ordres de proportion qu'on n'imagine pas. Oui. Voilà, il nous reste 1 minute, peut-être un mot de conclusion de chacune. On voit qu'il y a encore du pain sur la planche, Marie-France Cano. Sur la planche à repasser ou sur la... Les deux. Je n'ai pas pu m'empêcher, excusez-moi. Oui, non, je pense qu'il y a encore du pain sur la planche, mais je suis d'accord avec Patricia. Je pense que c'est au niveau des enfants qu'il faut travailler pour que le changement advienne. Donc de l'éducation. Ça fait longtemps qu'on le dit, Patricia. J'ai envie de dire, on a besoin de bénévoles. Donc si vous avez un peu de temps, le mouvement du NI a besoin d'aide dans différents domaines. Ce n'est pas forcément aller à la rencontre des personnes en situation de prostitution la nuit. Ça peut être de la communication, voilà, des choses plus légères. Et puis les hommes, vous pouvez adhérer, c'est gratuit, c'est en ligne, www.zeromacho.eu. Si vous êtes pour l'égalité homme-femme et contre la prostitution, vous devenez signataire. J'ai envie de dire, l'union fait la force. Et plus il y a de signataires, plus ça permet de montrer aux médias, au pouvoir public, que non, tous les hommes ne sont pas acheteurs de sexe.